Bon, donc je disais, maintenant qu'on a lancé la VOD pour le Tech Talk, Twitch et le live YouTube, vous pouvez dire bonjour aux gens qui regardent la VOD. Faites-vous plaisir, ils verront vos messages et comme d'habitude, ils sont toujours très contents. Voilà. Allez, vous pouvez vous lâcher. Tu es un boursier, Harry. Bonjour YouTube. Salut BG. Ah, j'ai eu des saluts BG de Lucas Gurin. Ah là, je suis bien. Ma vie est accomplie. Ma vie est accomplie. Je peux partir. Je vous laisse. Moi, je m'en vais. On m'a dit salut BG. Je me casse. Ah, allez, ciao. Ciao les michtos. Ah, bref. Ah, oh là 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 là, il y a eu du bonjour. Bonjour YouPorn. On voit un mec qui perd pas le nord. Bonjour YouPorn. On voit un mec qui n'oublie pas du tout. Il y a un décalage entre le son et la vidéo. Si jamais il y a un décalage entre le son et la vidéo, je vous invite à refresh la page et le live. Souvent, c'est YouTube qui pop, 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 qui fait de la merde. Ok. Bon. Maintenant que vous avez bien dit bonjour, on va passer sur la scène que vous connaissez tous, la scène du Tech Talk. Et pour vous résumer un petit peu le programme aujourd'hui, je vais regarder les news que j'ai. Donc on va commencer par du Intel. Ensuite, on va aller sur du Nvidia avec une news pas forcément des plus plaisantes, puisqu'on va parler du GeForce Partner Programme. Ensuite, on va passer sur quelques news de jeux vidéo, notamment Fortnite et PUBG, donc PUBG. On va ensuite parler d'un peu de Uber, de Facebook. On va ensuite rentrer dans le gros du sujet qui est Facebook. Et ensuite, la dernière news qui est également une grosse news, on va parler de la GDC et des nouvelles technologies annoncées par Nvidia, AMD en collaboration avec Unreal Engine, EA Games, Unity, etc., etc. Avec pas mal de vidéos sur la fin du Tech Talk, il y a pas mal de vidéos de démonstration. On va peut-être pas toutes les regarder, mais c'est des vidéos qui sont généralement assez courtes, une à 2 minutes, qui sont assez impressionnantes visuellement, donc on va quand même en regarder certaines, parce que moi j'étais plutôt bluffé. Voilà. Alors, maintenant que vous savez le programme, on va commencer tout de suite avec la première news qui concerne Intel et un premier processeur Coffee Lake avec 8 cœurs, donc un Intel Core i7 évidemment, qui serait avec 8 cœurs et donc 16 fils de calcul. Ça a été, disons que ça a été spoté sur une petite image qui a été dévoilée par Intel dans la base de données d'un site qui s'appelle 3D Mark. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une base de données, c'est un site de benchmark. Et dans leur base de données, il y aurait ce processeur Coffee Lake qui serait listé. Donc un processeur 8 cœurs. Les Coffee Lake actuels ont 6 cœurs. Les i7 actuels chez Coffee Lake ont 6 cœurs, c'est les 8700K. 6 cœurs, 12 fils de calcul. Et là, on serait sur un nouveau processeur de chez Intel qui préparerait du 8 cœurs avec 16 fils de calcul sur un nouveau chipset qui serait le Z390. Donc, Intel ferait un nouveau chipset en plus de ça. Donc, ça ne serait pas forcément un processeur qui serait compatible avec le chipset actuel Z370, mais ça serait un nouveau chipset dédié à ce processeur ou peut-être à le premier d'une nouvelle lignée de processeurs, donc en Z390. On n'a pas non plus masse info. Il n'y a même pas la fréquence. Je pense que la fréquence qui a été listée, c'était 2.2 GHz, mais je pense que la fréquence n'est pas la bonne. Mais voilà, on sait juste que c'est un processeur avec 8 cœurs physiques et 16 fils de calcul qui potentiellement s'appellera le 8800K. Donc il y a également il y a également Overclocking Made in France qui en a parlé un petit peu. La news vient du même endroit. Il aurait un TDP de 95 watts et ici on a un peu plus d'infos par rapport à ces fréquences. Donc on aurait potentiellement une vitesse de base à 3.2 GHz et une vitesse boostée à 3.7. Et ça, c'est des spéculations de la part de Overclocking Made in France par rapport au processeur Coffee Lake actuel et au TDP des processeurs Coffee Lake actuels. Donc c'est peut-être une tentative de Intel pour contrer la sortie prochaine de Ryzen 2, donc tous les Ryzen 7 2700, les Ryzen 5 2600, etc. Intel essaye de sortir peut-être un nouveau processeur avec un peu plus de cœurs, avec deux cœurs en plus, pour essayer de contrer un petit peu
les parts de marché que va venir gratter la nouvelle génération de processeurs Ryzen chez AMD. Donc là, on était sur la première news, hein, tranquillement et tout, voilà. Nouveau processeur de chez Intel, bah, on commence tranquillement. Là, ça va faire un petit peu moins plaisir. Ça va faire un petit peu moins plaisir puisqu'on va reparler d'un sujet dont on avait parlé, je pense, il y a 2 semaines, qui était le NVIDIA GeForce Partner Programme, ou en abréviation NVIDIA GPP. Qui, grosso modo, pour résumer, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 semaines ou qui n'avaient pas vu le Tech Talk il y a 2 semaines, qui est un espèce d'accord entre NVIDIA et les marques partenaires, donc toutes les marques comme MSI, Dell, Asus, Gigabyte, Aorus, etc. Bon, Gigabyte et Aorus, c'est la même. Hein. Toutes ces marques-là, donc qui pourraient en fait passer un accord avec NVIDIA, c'est un espèce d'accord, et leur donnant droit à des services. C'est-à-dire, en fait, je vais essayer de vous résumer ça un petit peu différemment. À l'heure actuelle, NVIDIA, avant Pascal et avant même la génération 9, donc Maxwell, NVIDIA ne faisait quasiment aucune carte graphique. C'est-à-dire que NVIDIA ne construisait pas de carte graphique. NVIDIA faisait les chipsets, envoyait tout ça aux manufacturiers, donc à toutes les marques, et les différentes marques faisaient leurs cartes graphiques et vendaient leurs cartes graphiques. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis, je pense, c'est Pascal, NVIDIA sort les cartes Founders Edition. Et c'est NVIDIA qui sort ces cartes-là. C'est NVIDIA qui les usine, qui les fabrique et qui les vend. Ce n'est pas les autres marques. Donc en gros, avec la sortie de Pascal, NVIDIA a fait comprendre à tous les constructeurs de cartes graphiques habituels, donc MSI, Asus, etc., Zotac et tout, qu'ils n'avaient pas besoin d'eux pour vendre des cartes. C'est-à-dire qu'avant, on se basait sur vous pour vendre les cartes. Nous, on faisait rien, on faisait juste les chipsets graphiques. Mais maintenant, regardez, nous, on peut vendre les cartes. On peut les fabriquer aussi, on peut les faire et on peut les vendre. Et les Founders Edition, ça a quand même mis un gros coup de pied dans la gueule de tous les autres fabricants parce que NVIDIA s'est autorisé une exclue d'à peu près 1 mois, quelque chose comme ça. C'était un petit mois où ils avaient l'exclusivité sur les nouvelles cartes Pascal. C'est-à-dire que si tu voulais une 1070 ou une 1080, bah, le premier mois, tu étais obligé de l'acheter chez NVIDIA parce que personne n'avait le droit de les vendre ailleurs. Donc en gros, NVIDIA a sorti ses cartes, a dit bah voilà, nous on les vend chez nous, c'est nous qui les avons fait, c'est les Founders Edition. Elles sont disponibles demain. Et si vous voulez les versions custom, bah, ça sera dans 1 mois et demi parce qu'on enverra les chipsets dans 1 mois à tous nos autres manufacturiers. Et parce que pour l'instant, on leur interdit de les vendre maintenant. Donc en gros, NVIDIA essaie de faire comprendre aux fabricants, on n'a pas besoin de vous, par contre vous avez besoin de nous, parce que c'est nous qui produisons les chipsets. Donc si vous voulez continuer à vendre des cartes graphiques, il faut que nous, on vous envoie des chipsets. Et donc il y avait un espèce d'accord tacite et tout machin. Et en gros, NVIDIA arrivait avec un espèce de contrat qui s'appelait le GeForce Partner Programme, qui disait, bah voilà, jusqu'à présent, vous aviez accès à ça, c'était, tout le monde avait accès aux mêmes choses. Mais maintenant, si vous voulez garder et conserver ces avantages-là, eh bien, faut que vous adhériez à notre GeForce Partner Programme, qui vous note en tant que partenaire avec nous. Mais dans ce cas-là, ça vous autorise à avoir les chipsets en premier. Comme ça, vous pouvez, dès le début, dès l'annonce d'un nouveau chipset, vous pouvez commencer à vendre des cartes graphiques. On vous offre un support marketing sur les réseaux sociaux. On vous offre de l'aide technique pour la fabrication et la vente de vos cartes graphiques NVIDIA, etc. On vous offre de l'aide commerciale. On vous donne un accès prioritaire aux GPU qu'on vous envoie et vous les avez avant les autres marques. Enfin, avant celles qui n'ont pas signé le GeForce Partner Programme. Mais en contrepartie, on a l'exclusivité. NVIDIA a l'exclusivité sur votre marque gaming. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de vendre d'autres produits gaming à part du NVIDIA. Et en gros, les gens avaient gueulé parce que ça tuait la concurrence et ça limitait vraiment complètement le choix pour le consommateur. Parce qu'en gros, NVIDIA disait, bah, genre, si tu signes ça, tu t'assures de ne pas perdre les avantages que tu as actuellement, mais on a une exclusivité par rapport à toi. En gros, tu peux pas brander du AMD comme étant du gaming. Et en gros, là, ce qui se passe maintenant, c'est que les manufacturiers, donc Asus, MSI, etc., ceux qui revendent les cartes, ont commencé à signer ces accords, ou cet accord plutôt du GeForce Partner Programme. Voilà.
Donc ça, c'est problématique. C'est-à-dire que, pour l'instant, donc par exemple, je vais passer sur cette news de WCCF Tech. Il y a eu le premier cas où ça a été assez flagrant, c'est Gigabyte, donc Aorus, qui a sorti un espèce de cage pour carte graphique externe, avec à l'intérieur une RX 580. Normalement, si ça s'était fait il y a 5 mois ou 4 mois, genre, le produit aurait été marqué Aorus de partout. Parce que la partie gaming de chez Gigabyte, c'est Aorus. Et donc, il y aurait eu Aorus de partout, il y aurait marqué Aorus Gaming, Extreme Edition, machin truc, RX 580 Gaming. Sauf que comme Gigabyte a signé cet accord et adhérent du GeForce Partner Programme, ils n'ont plus le droit de labeller leurs produits AMD qu'ils vendent comme étant des produits gaming. C'est pour ça qu'on se retrouve juste avec la petite étiquette Gigabyte, puis c'est tout. Ça a également été le cas chez MSI, qui a aussi signé cet accord et qui est rentré dans le GeForce Partner Programme. Si vous allez sur le site de MSI, toutes les cartes AMD et Radeon qui vendent, elles n'ont plus du tout le nom gaming devant. Par exemple, celle-là, là. Avant, il y avait les Gaming X, les RX 580 Gaming X, les versions rouge et noire. Et ben maintenant, on ne retrouve plus que les Armor. Tous les mots gaming et l'image de marque MSI Gaming a disparu des produits AMD parce que Nvidia interdit ça depuis qu'ils sont dans le GeForce Partner Programme. Il y a également aussi Asus qui l'a signé et je pense qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui l'a signé. En gros, forcément, ça a déclenché une shitstorm sur Reddit notamment, avec des gens qui genre résumaient très bien la situation. Asus qui dit genre, hey, j'ai fait cette carte. Oh, t'as fait ça? Nvidia qui arrive, qui prend, qui fait, hey, I made this, j'ai fait ça. Et même MSI qui a avoué avoir signé et avoir adhéré au GeForce Partner Programme après que un des utilisateurs sur Facebook genre, ait pointé du doigt cette pratique. Genre en gros, se ranger du côté d'Nvidia et encourager le monopole, c'est genre clairement une façon de faire qui est genre anti-consommateur. Et vous le faites avec Gigabyte et Asus, c'est genre c'est well played, mais c'est genre complètement ironique. Et le mec de chez MSI a dit genre, c'est pas sur le fait de se ranger du côté d'un des suppliers, donc d'un des fournisseurs de cartes. Nvidia, pour l'instant, est complètement en avance et domine le marché des cartes graphiques. Et les gens ne voudraient pas forcément acheter anything sub part 2. Enfin bref, les gens voudraient pas forcément acheter autre chose qui soit que du Nvidia ou des trucs comme ça. Bref. Donc, c'est de la merde. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde. Il y a plein de gens qui appellent au boycott de Nvidia et des GeForce Partner Programme, partners, qui ont genre signé le truc. Et il y a un mec qui résume très bien ça, qui est ici, qui dit ça n'a rien à voir avec les performances. Genre le GeForce Partner Programme, c'est genre ça n'a rien à voir avec ça. Tout se base sur le contrôle du marché. Tout se base sur le contrôle du marché. Il disait genre jusqu'à maintenant, c'était genre il n'y avait pas de règles qui disaient voilà ce à quoi vous avez droit. Ça, pour l'instant, il n'y avait pas en fait, le GPP, le GeForce Partner Programme, c'est pas une liste de règles qui dit genre voici une liste de tout ce que vous obtenez en genre rejoignant ce programme. C'est plutôt voici une liste de tout ce qu'on va vous empêcher de faire et tout ce qu'on va vous enlever, tous les avantages qu'on va vous enlever si jamais vous ne signez pas ce contrat et que vous n'adhérez pas au GeForce Partner Programme. C'est à peu près ça. Et en gros, Nvidia est genre en mode on s'attend à ce que vous vous aligniez avec notre marque et notre façon de faire à partir de maintenant et que tous les produits Radeon soient plus labellés gaming. Si jamais, par exemple, vous voulez lancer des cartes et vendre des cartes quand nous on les lance. Donc c'est de la merde. C'est de la merde. Nvidia commence à avoir peur de AMD qui a surpassé Intel. Je pense que Nvidia commence à avoir très 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 peur et c'est pour ça qu'ils font des trucs de merde. C'est pour ça qu'ils prennent des décisions de merde. Je fais une partie de Morpion avec un pote et je viens de perdre. Ah, t'es vraiment déçu quand même. Là, je pense que t'es vraiment déçu. Refresh ne change rien. Je pense que le problème, c'est... Je ne sais pas d'où vient le problème.
Je ne peux pas vous dire d'où vient le problème entre son et image. Normalement, les refresh sont la réponse à tout sur YouTube et sur les lives. Parce que moi, de mon côté, tout se passe bien, le live est bien envoyé, il n'y a aucune perte d'image, tout est parfait. Donc, je ne sais pas trop pourquoi vous avez des décalages sans image. Bref, en attendant, on va passer sur l'autre news qui est Nvidia qui s'attend à ce que les écrans 4K en 144 Hz avec la technologie G-Sync et la technologie de High Dynamic Range soient lancés en avril. Donc pour l'instant, on a beaucoup d'écrans 4K, on a très peu d'écrans 4K 144 Hz. On a beaucoup d'écrans 144 Hz ou même 240 Hz qui sont genre en 1080p ou en 2K. Mais les écrans, dans le marché des écrans 4K, il y avait un petit peu un gap au niveau du taux de rafraîchissement. On avait du mal à pousser les limites au-delà de 60 Hz. Il y en a qui ont été présentés au CES cette année, voire même avant un petit peu, genre fin 2017. Et là, ça arrive. Donc notamment avec le Acer Predator X27 et puis le Asus ROG PG27UQ qui vont notamment avoir une résolution en 4K, un taux de rafraîchissement en 144 Hz et les technologies G-Sync et l'HDR. Donc ça risque d'être des écrans qui vont coûter extrêmement cher, mais je pense que ça va être genre c'est genre le must, enfin c'est pas le must, mais c'est genre le max que tu peux avoir en qualité d'écran à mon avis, genre haut taux de rafraîchissement, une résolution en 4K, puis HDR. Donc tu as une qualité d'image qui est, à mon avis, vraiment, vraiment excellente. Par contre, à mon avis, au niveau du prix, qu'on se le dise, ça va taper dans les 1500 boules, à mon avis. À mon avis. Bref. UHD, non, ouais, c'est UHD, my bad. On va pas dire 4K, on va dire UHD parce que c'est pas une vraie résolution 4K comme au cinéma. On va dire UHD si vous voulez. Ça m'énerve. Ok. Lors de la GDC 2018, on a eu les premières images de la map 4.4 sur Fortnite qui ont été dévoilées. Donc, on n'a pas grand-chose. On sait que PUBG, my bad. PUBG est en train de développer une carte plus petite qui fait seulement 4 km par 4 km en comparaison avec la carte actuelle et les deux cartes actuelles qui font 8 km par 8 km. Donc, ça fait 64 km². La nouvelle carte sur laquelle il bosse ferait 16 km². Ça se rapprocherait un petit peu de la taille de la carte de Fortnite, histoire d'avoir plus d'action et des parties plus courtes. Et on a eu quelques images par rapport à cette carte qui se passerait dans un espèce de... Ça a l'air d'être un design un peu île tropicale, genre bien plus ensoleillé et bien plus verdâtre que la map Erangel qu'on a et qui était la première map sur PUBG, un truc un petit peu plus paradisiaque avec des palmiers, beaucoup plus d'eau, des plages de sable, etc., etc. Donc j'ai hâte de voir cette carte et de voir ce qu'elle va donner sur les serveurs de test et sur les serveurs live, voir comment ça va changer le jeu et voir si ça va ramener un peu du monde sur PUBG, etc., etc. À côté de ça, on a également Fortnite, toujours plus, qui a été annoncé pour avoir la 4K sur Xbox One X. Donc ils ont également annoncé ça à la Game Developer Conference cette année. Tout fait partie ça a été lors de la conférence, je pense, sur l'Unreal Engine et Epic Games, qui a été une grosse conférence. Et donc du coup, ils ont annoncé qu'ils bossaient étroitement avec Microsoft et avec Xbox pour essayer de faire passer le jeu de 1080p à 2160p, donc la 4K en 4K, pour les prochains mois. Donc, à mon avis, ça va... On voit quand même que les consoles deviennent de plus en plus puissantes et que au niveau graphisme, ça commence à envoyer du gros lourd. Les jeux commencent à être de plus en plus beaux sur console, c'est assez impressionnant. Il y a des années et des années d'optimisation qui ont travaillé dans ce sens-là, qui ont travaillé pour ça, c'est-à-dire que toute l'expérience d'optimisation console qui s'est fait sur PS1, sur PS2, sur PS3, sur PS4 même, etc., rentre en compte et fait que maintenant, les jeux qui sortent sur PS4 Pro, sur Xbox One X et qui vont sortir sur les prochaines générations de consoles
vont être super beaux parce que l'optimisation est au taquet, chose qu'on ne connaît très très peu sur PC, quoi. L'optimisation sur PC, si on avait eu droit à des optimisations aussi poussées, on aurait des jeux qui nous pèteraient la rétine certainement. Ou qui tourneraient extrêmement bien parce que du coup, il faudrait qu'on attende les avancées technologiques d'un point de vue graphique pour que ça nous pète plus la rétine. Bref, 2160p égale 4K. Bah, oui. Oui. Techniquement, le 2160p, c'est soit tu as 3840 par 2160 pixels, et là c'est de l'Ultra HD, mais on en parle souvent comme de la 4K, parce que c'est 4 fois la résolution d'un écran 1080p. Donc c'est exactement 4 écrans 1080p mis côte à côte, donc c'est comme si tu avais 4 fois 1080p, donc c'est pour ça qu'on abrège Ultra HD par 4K. Mais sinon, la vraie 4K, je pense que c'est 4096 par 2160. La résolution, le nombre de pixels en largeur ne change pas, c'est celui en hauteur qui change, si je dis pas de conneries. Bref, on va parler de Uber. Première news un petit peu sérieuse, on va parler de Uber. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Uber certainement, mais Uber a lancé des voitures autonomes. Donc en gros, il y a un chauffeur qui est dans la voiture, qui en fait est juste en train d'assister la voiture et prendre en charge les phases de conduite qui sont non autonomes, mais sinon la voiture conduit de façon ce qu'on appelle semi-autonome, c'est-à-dire que la voiture conduit toute seule, mais il y a un usager derrière le volant qui peut prendre le contrôle quand il veut, qui peut interagir avec le volant, avec les pédales pour genre prendre, override ce que fait l'ordinateur de la voiture. Mais sinon, la voiture conduit toute seule. Eh bien, ça c'était surtout déployé aux États-Unis, dans certaines villes des États-Unis, donc Tempe, je ne sais plus quelle autre ville, je pense San Francisco, enfin bref, il y a une liste de villes. Et en fait, la semaine dernière, dans cette semaine, c'était quand? C'était il y a un peu moins d'une semaine. Une de ces voitures a renversé une piétonne qui traversait la route avec son vélo et cette piétonne a été tuée. Donc c'est le premier cas donc, de mort suite à un crash et un accident causé par une voiture semi-autonome ou autonome. Donc il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Évidemment, tous ceux qui sont contre l'intelligence artificielle et les voitures autonomes ont tout de suite sauté sur l'occasion pour crier ah c'est dangereux, il faut bannir ça, etc., mon Dieu, voilà, il faut arrêter, blablabla. Il y a beaucoup de gens un peu plus réservés qui se sont dit c'est pas parce que une voiture qui conduisait de manière autonome a renversé quelqu'un que le vrai conducteur aurait pu réagir à temps et ne pas renverser cette personne-là. C'est effectivement, on ne sait pas exactement encore où est la faute, sur qui est la faute, si la voiture autonome a vraiment eu un défaut, si c'est vraiment il y a eu un problème au niveau des capteurs ou de l'algo, etc., qui ont fait que ça n'a pas détecté la personne à temps et ça n'a pas freiné, ou si ça s'est bien passé, mais de toute façon, le temps de réponse était tellement court, la personne a tellement surgi devant la voiture qu'elle n'aurait pas eu le temps de réagir et qu'un humain, de toute façon, n'aurait pas forcément eu le temps de réagir. C'est ça qui est assez compliqué, c'est qu'en fait, tu te dis, si toi tu conduis, est-ce que moi, personnellement, en conduisant, j'aurais pu éviter cet accident et freiner à temps? Vous allez me dire, il y avait un mec derrière le volant. S'il avait eu le temps de réagir, il aurait réagi puis il aurait freiné. Le problème, c'est que quand on met un mec derrière un volant d'une voiture semi-autonome, vu que le mec n'a rien à faire, c'est comme si tu étais passager dans une voiture au final. Tu te désintéresses de la route. Le mec oublie qu'il a la responsabilité et il n'est pas autant au taquet que si c'est lui qui conduisait. Alors, je ne montrerai pas la vidéo. La vidéo, déjà, de base, n'est pas vraiment intéressante parce que tu vois juste la fille qui traverse et qui vraiment surgit devant le truc. Je peux la chercher, la vidéo, si vous voulez. Je pense que je l'avais dans mon historique. Bougez pas. Je vais chercher, je vais la montrer. Touc. Où est-ce que c'est? Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Regardez la vidéo, vous allez voir. C'est
de mon point de vue, c'est vraiment hyper dur à éviter. Genre, ça serait vraiment hyper dur à éviter, même pour un humain. Genre, même pour un humain, c'est hyper dur à éviter. On voit quasiment pas le crash. Genre, on la voit, mais on la voit genre... Tu la vois une demi-seconde, voire même une seconde. Il y a le temps de réaction qui rentre en compte, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Moi, ce qui me perturbe le plus, je vais mettre la vidéo en pause, je vous demandais genre d'accorder pas mal d'importance à l'attitude du conducteur. Le supposé conducteur. Oui, il aurait peut-être pas pu l'éviter. Oui, c'est peut-être trop genre instantané et dans tous les cas, même si tu étais vraiment en train de conduire et vraiment concentré sur la route, tu n'aurais pas pu l'éviter. Mais là, la cam sur le conducteur montre un autre problème. Le problème du fait que quand tu mets quelqu'un dans une voiture semi-autonome, même si c'est lui qui est censé genre prendre le contrôle et genre faire gaffe si la voiture fait pas n'importe quoi, tu te rends compte en le voyant, on le voit exactement, c'est qu'en fait, comme le mec est complètement passif, et ben en fait, il fait pas vraiment attention à la route. Et du coup, il n'est pas vraiment impliqué dans sa tâche de genre, bah c'est toi le système, t'es genre le système de sécurité si jamais la voiture autonome bah, a un défaut, bah, c'est toi qui dois prendre le contrôle et c'est toi la seconde sécurité. Genre, c'est l'humain la seconde sécurité. Sauf que si l'humain, il s'ennuie et il se désintéresse de cette tâche-là parce que pour lui, la voiture autonome fait tout, genre voilà, tu deviens nonchalant. Et on le voit, moi je trouve que le mec, quand on le regarde sur ce bout de vidéo-là que je vais vous montrer, vous voyez qu'il est nonchalant. Genre le mec, il regarde son téléphone, il est genre ouais, tout va bien et tout. Genre il regarde même pas la route. Donc ça pose un autre problème. Je te dis, c'est comme si t'étais genre passager, puis que tu t'en foutais de la route, puis c'est genre, vu que c'est pas toi qui conduis, tu t'en fous, quoi. Et du coup, t'es moins apte à réagir vite, parce que t'es nonchalant, parce que t'es pas prêt, alors que si tu conduis, t'es prêt. Et ça pose ce problème-là. C'est sûr que là, à mon avis, dans ce cas-là, même si le mec était au volant, au taquet, sous 20 canettes de Red Bull, hyper réactif, il aurait peut-être pas pu l'éviter, la madame. Mais genre, là, pour moi, regardez, le mec est genre en mode genre... regardez ça. Le mec, il regarde même pas, tu sais, genre, il regarde son téléphone tranquille, il regarde un peu la route, il regarde son téléphone, hop, il regarde son téléphone pendant bien 5-6 secondes, ce qui fait qu'il a même pas les yeux sur la route. Là, il baille, puis genre, là, il a vu, genre, oh, genre, c'est genre ultra violent, c'est genre, il regarde son téléphone, il va relever les yeux, il va voir la fille direct, limite, elle est déjà sur son capot. Regardez. Genre, oh, bam. Là, c'est sûr, t'as pas le temps de réagir, mec. C'est sûr que même si t'avais les mains sur le volant, t'aurais peut-être pas eu le temps de réagir. Mais c'est ça, le problème c'est que pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas si genre le système aurait eu le temps de l'éviter, si l'homme aurait eu le temps de l'éviter, puis on va pas essayer de reproduire le truc 20 000 fois. C'est sûr que c'est un petit peu problématique. Apparemment, la Cortica, la technologie qui développe l'intelligence artificielle qui développe une technologie d'intelligence artificielle pour les voitures autonomes, a analysé la vidéo et a essayé genre de donner son output, genre nous avec notre système, genre quand est-ce qu'on a détecté la personne et tout. Et en gros, ils ont détecté par exemple la personne une seconde avant l'impact, moins d'une seconde avant l'impact, donc 0,9 secondes avant l'impact. Et la voiture était genre à 50 pieds. Et le mec de Cortica dit que ça aurait été un temps suffisant normalement pour qu'un véhicule autonome réagisse et freine à temps. Parce que justement, la machine réagit beaucoup plus vite que l'humain. Le problème, c'est que si le système a eu une petite défaillance puis qu'il n'a pas pu, genre, capter la personne à temps, genre si l'algorithme qu'utilise Uber est un petit peu moins performant que celui de Cortica qui a fait l'analyse sur la vidéo, et ben genre tu sais, c'est pas une histoire de genre 3 secondes en moins, 2 secondes en plus, non, c'est genre 0,3 secondes ou 0,2 secondes, une demi-seconde en plus, ça peut faire toute la différence. C'est genre si ton algo, il prend 1 seconde, 0,5 au lieu de 1 seconde, bah ça peut être la vie ou la mort pour la personne qui est en face, quoi. Genre ça peut être, oh j'ai le temps de m'arrêter, non j'ai pas le temps de m'arrêter. C'est genre, oh je suis sur lui, et genre, oh je suis à 1 mètre de lui, puis je le renverse genre directement quand je commence à freiner, ou alors, oh je suis genre 15 mètres devant lui ou 10 mètres devant lui, puis je commence à freiner, et genre, à la limite je le tape, mais genre je suis quasiment arrêté, tu vois. Donc ça soulève pas mal de questions. Et il y a pas mal d'analyses qui sont faites par rapport à cette vidéo-là, par rapport au système qu'utilise Uber pour
ces voitures autonomes, par rapport à l'algo qu'ils utilisent, etc., par rapport aux capteurs qu'ils ont utilisés, savoir si c'est les capteurs qui ont été défaillants ou qu'ils auraient peut-être dû mettre plus de capteurs, ou peut-être parce qu'ils n'ont été pas assez réceptifs à quand il fait sombre, etc., etc. Donc il y a pas mal d'analyses qui sont faites par rapport à ça, et pour l'instant, c'est comme ils le disent ici, c'est genre un travail qui est en train de se faire, c'est genre work in progress. Et Uber a enlevé toutes ces voitures autonomes pour l'instant, ils les ont toutes désactivées, ils ne les utilisent plus. Pour l'instant, jusqu'à temps qu'ils aient genre une réponse un petit peu plus développée sur la question de pourquoi ça s'est passé comme ça. Ok. On va en parler des défauts ou des grandes failles de sécurité dont on a parlé la semaine dernière du côté d'AMD. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu 13 failles de sécurité qui ont été dévoilées par CTS Lab, une firme de sécurité informatique très très jeune qui a fait beaucoup de bruit pour peu de choses, qui était à mon avis essentiellement très certainement un coup monté ou plus ou moins un coup monté. Mais AMD a quand même répondu et a dit que les vulnérabilités étaient bel et bien réelles, c'est-à-dire qu'elles étaient exploitables, qu'il y avait effectivement des backdoors sur ces processeurs Ryzen et EPYC qui étaient présentes et qui étaient exploitables. Cependant, ils ont dit que c'était très dur de s'en servir et de les exploiter, donc que les personnes qui utilisaient ces processeurs-là n'étaient quasiment pas à risque, le risque était proche du risque zéro, bien que le risque zéro n'existe pas, parce qu'il fallait des connaissances trop poussées et qu'il fallait des admin access, qu'il fallait bypasser des features de sécurité, etc. Enfin bref, que c'était vraiment compliqué à faire et que ça demandait trop de négligence même de la part de l'utilisateur devant son PC pour autoriser l'installation de programmes qui venaient de sources vraiment externes, puis pas vraiment de confiance, etc., etc. Et en gros, AMD a dit, je vais changer d'article, AMD a dit, on travaille déjà sur un patch, les fabricants et les fabricants de cartes mères, etc., travaillent aussi sur des patchs là-dessus. Ça va être des patchs software qui vont sortir via soit des mises à jour Windows, soit des mises à jour de BIOS. Donc on pourra faire des mises à jour de nos BIOS dans les prochaines semaines, ils ont dévoilé. Donc les patchs seront prêts dans les prochaines semaines et on pourra faire des mises à jour de nos BIOS pour combler toutes ces failles-là. Et AMD a dit également, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit pour l'instant, il n'y a pas de risque immédiat d'exploitation de ces vulnérabilités pour la plupart des usagers. Et ils ont également dit qu'il n'y aura quasiment aucun impact sur les performances des processeurs, à l'instar des failles Spectre et Meltdown du côté Intel, dont les patchs avaient causé un petit peu de différence au niveau des performances, mais surtout au niveau des serveurs, pas vraiment au niveau des utilisateurs desktop. AMD a ici certifié non, on pense qu'il y aura quasiment aucun impact sur les performances, que ce soit du côté des processeurs Ryzen ou des processeurs EPYC qui sont utilisés sur nos serveurs. Voilà. Donc en gros, c'est tout va se faire à travers des updates de votre BIOS. Voilà. Mais du coup, conclusion sur ces failles, elles existent, elles sont réelles, très difficilement exploitables, donc on n'a quasiment aucun risque, et AMD, et ainsi que tous les fabricants de cartes mères AMD, etc., bossent sur des patchs logiciels via des updates de BIOS pour corriger tout ça. Mais faut pas trop s'en inquiéter. Ok. On va rentrer dans le gros du sujet qui est le titre de ce Tech Talk, qui est Facebook dicte nos comportements. Alors, ce titre n'est pas anodin, il est un petit peu, pas putaclic, mais il est un petit peu surexploité. Disons que c'est un peu une extrapolation par rapport aux news qu'on a aujourd'hui. Tout est parti d'une révélation par The Guardian, The New York Times et The Observer. Donc, ce sont trois journalistes, trois sites et trois médias. Je disais que tout est parti New York Times, Observer et The Guardian. Et en gros, c'est une personne de la société Cambridge Analytica qui a dévoilé des informations concernant la dite société Cambridge Analytica qui aurait rapport avec Facebook. Donc, pour résumer tout ça, l'article le résume extrêmement bien. Une société du nom Cambridge Analytica aurait obtenu les données utilisateurs de 50 millions de personnes sur Facebook sans autorisation. Et leur but était essentiellement de faire un programme informatique, ou en tout cas un algorithme qui
qui permettait de prédire et d'influencer le choix des électeurs américains. Donc tout ça remonte aux élections de 2016, des élections, je pense, fin 2016, avec les élections de Trump, donc entre Donald Trump et Hillary Clinton. Et en gros, l'affaire a été révélée samedi dernier. Donc en gros, Cambridge Analytica, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le profilage psychographique. Je ne sais pas exactement ce que veut dire psychographique, mais je pense que c'est le profilage psychologique de la démographie. Donc en gros, de la population, si on peut dire ça. Genre, ils essayent de faire des profils psychologiques par rapport aux populations, par rapport à des groupes de population. Et elle se base essentiellement sur les données qu'elle peut récupérer sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait que nos réseaux sociaux sont des sources immenses d'informations pour les personnes qui veulent avoir accès à des données sur les utilisateurs. Vous pouvez quasiment trouver tout sur les réseaux sociaux. Facebook, c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous mangez, c'est où vous allez, connaissez vos habitudes, c'est à qui vous parlez, etc., etc. Donc apparemment, les services de cette firme, donc de Cambridge Analytica, sont utilisés par des équipes de politiques pour des campagnes électorales afin de cibler mieux les personnes à qui ils devraient, chez qui ils devraient démarcher leur campagne. C'est-à-dire ce groupe, cette niche de personnes ici, cette niche de personnes de cette population, ce type de personnes-là dans la population, on devrait essayer de déployer des efforts pour essayer de gagner des votes et des scrutins de leur côté parce qu'ils sont plus enclins à voter pour nous. Donc on va essayer de les ramener de notre côté. Et en gros, apparemment, les données ont été fournies par un chercheur de l'université de Cambridge en 2015, courant 2015-2016. Il avait apparemment utilisé une application qui s'appelait l'application This is Your Digital Life, qui permettait apparemment de dresser un portrait psychologique d'un utilisateur de Facebook après avoir analysé ses données personnelles d'entrée dans un questionnaire. Donc en gros, c'est une application qui était au sein de Facebook, qui se connectait à Facebook. Et en gros, tu répondais à des questions dans un questionnaire, tu donnais 2-3 infos perso, et il essayait en gros d'analyser ton portrait psychologique et d'en dresser et de te le donner. Te dire, ah bah toi, t'as plutôt un portrait psychologique comme ça, etc., etc. Sauf qu'apparemment, l'application This is my digital life, en plus de collecter les données personnelles de l'utilisateur qui faisait le test, collectait les données de tous ses amis, toutes les données personnelles de ses amis. Donc en gros, il prenait la liste d'amis du mec et il allait chercher toutes les données utilisateurs et personnelles de tous ses amis. Donc au final, apparemment, il y a seulement 270 000 personnes qui ont utilisé cette application pour faire le test. Sauf que ces 270 000 personnes avaient chacun peut-être 200, 300, 400 amis. Donc Cambridge Analytica s'est retrouvé avec les données personnelles de 50 millions de personnes. Sauf que ça, c'est contre les politiques de confidentialité et de protection de vie privée mises en place par Facebook. C'est-à-dire que l'application n'avait pas le droit de faire ça. Parce qu'elle n'avait pas l'autorisation des 10 utilisateurs. Et en gros, apparemment, ça violerait les conditions du réseau social. Sauf que, turns out, elle a quand même les données. Donc ça a beau violer quoi que ce soit, ta sœur, ton frère, ta mère, elle a quand même les données. C'est comme si Facebook disait non, t'as pas le droit de faire ça, puis le mec il tourne autour du panneau qui dit ça, puis il dit je le prends quand même, puis je me barre. Voilà, c'est à peu près ça. Et en gros, c'est un des chercheurs au sein de Cambridge Analytica, qui s'appelle Christopher Wiley, qui est le cofondateur d'ailleurs de Cambridge Analytica, qui a lancé l'alerte et qui a dévoilé ces informations. Il disait notamment que ce qu'il faisait, ça l'a fait réfléchir, suite notamment à l'élection de Trump. Il a dit « La victoire de Donald Trump m'a poussé à remettre en question les pratiques de mon entreprise et ça m'a fait vraiment réfléchir à l'effet qu'avait eu Cambridge Analytica. » Et il trouvait que ce qu'il faisait était immoral. Donc, voilà. Donc là, il y a eu toute une vague de bullshit par rapport à toutes les données qu'ont Facebook et ce qu'ils en font. Notamment, le fait que Facebook soit quand même coupable, que Facebook ait une grande part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui, du coup, sont en train de perdre confiance en Facebook, parce que Facebook, c'est clair que il laisse filtrer vos données, mais à tout va, quoi. Vos données se retrouvent partout, quoi. C'est hallucinant. Et du coup, il semblerait que, par exemple, il y a un hashtag qui s'appelle le delete Facebook qui a été en trending sur Twitter, où les gens étaient en mode ok, on enlève tout ce qu'on a sur Facebook, etc., etc. Et il y a également une autre personne qui a été extrêmement
éloquente là-dessus. C'est un chercheur, un des chercheurs principaux chez Google en machine learning, qui a fait un long post Twitter où il expliquait pourquoi ce cas était perturbant, mais ce que ça révélait derrière qui était encore plus perturbant. Donc, il s'appelle François Chollet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je vais essayer de trouver un meilleur... Ouais, c'est pas fou. Il va voir si j'ouvre ça. Si j'ouvre ceci, comment ça l'ouvre? Si je peux le mettre comme ça, là. Hein, comme ça, plutôt, comme ça, non? Ok, comme ça. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que le problème avec Facebook, c'est pas forcément le fait que on n'a plus de vie privée et que nos données soient personnelles soient ouvertes à tous ou que Facebook puisse avoir accès à toutes nos données personnelles, etc. Le problème, il n'est pas forcément là. Le plus gros problème, ça c'est déjà un problème, hein, qu'on s'entende, c'est déjà un énorme souci auquel il faudrait qu'on ait une solution. Mais le plus gros problème, c'est l'utilisation de ces données digitales et la consommation de ces informations digitales comme un vecteur de contrôle psychologique. C'est exactement ce qu'il dit. C'est genre, en gros, avec toutes les informations qu'a Facebook, toutes les données personnelles des utilisateurs qu'il a, ça fait quand même 2 milliards d'usagers sur Facebook qui ont mis des données plus ou moins personnelles. Certains mettent toute leur vie, certains mettent pas grand-chose, mais ça fait quand même une énorme base de données. Le fait que Facebook puisse prendre toutes ces données personnelles et, en fonction de ça, puisse contrôler les comportements, les actions des individus. En gros, ce qu'il nous dit, et je trouve qu'il a vraiment extrêmement bien résumé la chose, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ouais, mais Google, c'est la même chose ». Google n'est pas tout à fait pareil. Google ne propose pas un service de nouvelles comme le fait Facebook. Google va vous mettre à disposition des services, c'est sûr, comme Inbox, comme Gmail, comme Google Pictures, mais c'est vous qui vous servez de leur service pour faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est vous qui mettez des choses sur le service, genre en mode Inbox, c'est juste genre c'est toi qui configures ta boîte mail comme tu veux, etc. Facebook, c'est Facebook qui te présente les news qu'il veut te présenter, qui te présente les articles qu'il veut que tu vois, qui te présente les publications qu'il veut que tu vois, qui met en avant les gens à qui il veut que tu parles, etc. etc. Donc, il faut dissocier un petit peu les deux. C'est pas parce que c'est deux grands géants dans l'industrie technophile que les deux font la même chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais en gros, ce qu'il nous dit, c'est que le problème avec Facebook, c'est justement que on a un algo opaque qui va gérer le newsfeed sur Facebook et qui peut du coup être en charge, donc cet algo, donc personne n'a la recette et que personne ne connaît, qui peut être en charge et qui peut changer la façon dont on va se développer, qui on va être, etc. etc. Genre, Facebook peut décider clairement de à qui tu vas parler, quelle news tu vas voir, etc. etc. Quelle réaction des gens tu vas voir et tout et tout. Et depuis que Facebook, en plus, fait de la recherche en intelligence artificielle, apparemment depuis 2013, ils font des expériences et des séries d'expériences, notamment une où ils ont été capables, genre, de contrôler le comportement et l'humeur des personnes, donc d'utilisateurs de Facebook, en changeant leur newsfeed. C'est-à-dire qu'ils ajustaient le newsfeed de certains utilisateurs afin de genre changer leur humeur globale et leur prise de décision. Et apparemment, ils ont même été capables de prédire les décisions de certains utilisateurs en fonction justement des news qu'ils présentaient et des choses qu'ils mettaient dans leur newsfeed. Donc, c'est extrêmement effrayant parce que quand un système comme ça, quand un système comme Facebook commence à avoir accès à des données, à une aussi grosse base de données et commence à s'intéresser comme un fou à l'intelligence artificielle, ben, on peut se poser quelques questions. Parce qu'en gros, ce que nous dit François Chollet, c'est genre le seul but de Facebook, genre quand c'est gratuit, généralement c'est toi le produit, hein, ça on le sait. C'est une mimique assez connue, hein. Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Mais là, le problème, c'est que Facebook, eux, leur seul intérêt, c'est genre de diriger l'esprit des gens.
Genre, ils vendent rien, c'est juste un réseau social. Et le but du réseau social, c'est pas comme Twitter où c'est d'échanger, etc. Twitter, il y a, genre, tu vois tout. Là, Facebook, non, c'est Facebook qui décide ce que tu vois. Donc, eux, ils peuvent se dire, bah, nous, on veut que nos utilisateurs ou que telle partie de cette population, de tel groupe d'utilisateurs, se comporte de cette façon-là. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un problème de machine learning et un problème d'apprentissage par renforcement, qui est une technique de machine learning qui s'appelle le reinforcement learning. Vous avez des données d'entrée qui sont ce que vos utilisateurs font, leurs données personnelles, et vous avez vos autres données d'entrée qui sont le newsfeed qu'ils voient, donc les interactions, les gens qui postent des choses, etc., les news qu'ils voient, etc. Et vous avez la sortie qui sont les décisions que prennent vos utilisateurs par rapport à ces news, etc. Vous mettez tout ça dans un système, et au bout d'un moment, vous allez avoir une intelligence artificielle qui va être capable de genre ajuster les news, les réactions, les interactions, les propositions qui apparaissent sur Facebook pour que l'utilisateur, en fonction de ses réactions précédentes, prenne les décisions qui sont attendues par Facebook. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est genre, vous avez vos données personnelles, ce que vous voyez sur votre newsfeed, ça c'est vos données d'entrée, ça va dans un système, dans un algo qui va apprendre. Vous avez les réactions de l'utilisateur qui sont en sortie, et vous avez le comportement que voudrait que Facebook, que vous ayez par Facebook. En gros, le comportement que Facebook voudrait que vous ayez. Et en gros, ils mettent une petite fonction qui va mesurer l'écart entre ce que fait vraiment l'utilisateur et ce que veut que l'utilisateur fasse selon Facebook. Et en gros, au début, l'erreur va être très grande parce que du coup, l'utilisateur ne va pas forcément faire du tout ce que Facebook voudrait qu'il fasse. Et du coup, en fonction de cette erreur et de ça, l'algo va essayer de diminuer cette erreur-là en changeant les news qu'il vous présente et votre newsfeed. Et au bout d'un moment, il va arriver à vous ramener au comportement que lui voudrait que vous ayez. Et c'est par exemple une des techniques qui, à mon avis, a été utilisée par Cambridge Analytica pour pousser certains des groupes de personnes aux États-Unis à voter pour Trump. Parce qu'il y avait clairement des gens qui, à mon avis, ne voulaient pas du tout voter pour Trump, mais qui, au niveau de leurs réseaux sociaux, etc., ont été poussés vers ce vote pour Donald Trump à cause des données et du travail qu'a fait Cambridge Analytica. Donc voilà, donc ça c'est extrêmement, extrêmement freak. Ça fait extrêmement peur, c'est extrêmement effrayant. Ça voudrait dire que par exemple, un réseau social comme Facebook qui aurait... parce que Facebook, grosso modo, c'est des news par rapport aux gens, par rapport aux trucs. Même si tu t'abonnes à une page sur Facebook, c'est pas dit que Facebook va te montrer toutes les publications de cette page-là, ou même tous les commentaires. Par exemple, quand tu vois les meilleurs commentaires sur une page, sur un article d'un truc, c'est sûrement pas les mêmes pour tout le monde, c'est les meilleurs pour toi par rapport à ce que tu fais, etc. Facebook t'enferme dans sa bulle, dans ta bulle, ça shape ta vision du monde, ce qui fait que tu es toujours content de voir que les gens pensent comme toi, que les gens ont des opinions politiques qui te ressemblent, etc. Et ensuite, Facebook peut prendre cette bulle, puis la déplacer là où il veut. Te dire, maintenant, ton opinion politique, on veut la décaler un petit peu par là parce que ça nous arrange. Puis toi, tu vas pas t'en rendre compte, mais subtilement, tu vas te faire shifter ton opinion politique. Et ça, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Le fait qu'une compagnie aussi puissante et avec autant de données utilisateurs et de données personnelles sur les gens comme Facebook, fasse de la recherche en intelligence artificielle, c'est pas forcément bon. C'est pas forcément bon parce que leur seul but, vu que eux, c'est un réseau social et un truc de présentation, de contenu, de news, de nouvelles, etc., Facebook peut décider ce qu'ils vont te montrer. Et en fonction de ça, ils peuvent contrôler une grosse partie de la population. Les fameuses théories sur le vote de Trump, j'y crois bof. Quand tu sais qu'en 2013, Facebook a déjà fait des expériences où ils ont réussi à changer le comportement des usagers, de leurs utilisateurs de Facebook en fonction de ce qu'ils montraient sur le fil d'actualité Facebook, à partir de quel moment tu penses que c'est pas possible, clairement quand tu vas sur Facebook, tu vois que ton fil d'actualité il est fait pour toi. Il n'y a que des trucs qui sont pseudo-intéressants, qui correspondent à ce que tu penses, etc. etc. Tu vois pas la moitié de ce qui est posté par tes amis, ni rien, etc. Et notamment, François dit que c'est très, très difficile parce que
comment ça s'appelle? Le cerveau humain est très susceptible et très sensible à la manipulation psychologique, à la manipulation sociale. Et ça, c'est un truc qui apparemment est genre très dur à contrer parce que c'est genre la publicité utilise ces schémas et ces méthodes de fonctionnement depuis des années, plus ou moins bien. Notamment, on s'en rend pas forcément compte parce que c'est pas forcément très très bien fait. Mais genre, tu sais, c'est des patterns psychologiques qui, genre, toi, ton cerveau, et genre, il réagit logiquement à ce truc-là, puis genre, t'y peux rien. Genre, tu vois, genre, tel pattern, puis t'es genre obligé de prendre telle décision logique parce que c'est logique selon ton cerveau. Et il dit que, genre, si la pub et les gens comme Facebook, etc., se mettent à utiliser des systèmes et des modèles qui soient plus compliqués et qui font appel à de l'intelligence artificielle, ils pourraient faire n'importe quoi de nous, presque. Genre, nous faire penser n'importe quoi. Il dit, en gros, il nous met l'humain comme étant, genre, le cerveau humain, pour lui, c'est comme étant une machine statique qui a des vulnérabilités. C'est genre, il y a certains trucs qui ne peuvent pas être patchés dans notre cerveau et qui font qu'on va toujours se comporter de la même façon face à telle situation ou telle mise en situation. Tu sais, il y a des trucs, genre, tu peux pas les changer. C'est genre, il y a des comportements psychologiques, tu peux pas éduquer quelqu'un pour ne pas forcément les avoir. Et du coup, il nous dit, c'est pour ça, notre cerveau humain, c'est comme une machine avec des failles, sauf que personne ne peut patcher les failles. Puis on nous met face à des algos d'intelligence artificielle qui deviennent de plus en plus intelligents et qui, eux, n'ont aucune faille. Et du coup, eux, ben, à un moment où s'ils sont mal utilisés, ben, ils peuvent genre s'arranger pour que notre cerveau suive le mode de pensée qu'ils veulent nous imposer. C'est ouf, on se croirait dans Watch Dogs 2. Non, mais c'est ça. Enfin, c'est presque ça, quoi. C'est genre, le seul truc qui dit pourquoi pour l'instant on n'y arrive pas et pourquoi on n'a pas atteint la fin du monde, c'est que pour l'instant on est mauvais en intelligence artificielle et qu'on n'est pas assez bon là-dedans, qu'on n'a pas encore les ressources et la puissance nécessaires pour devenir suffisamment bon en intelligence artificielle pour que ce soit un énorme problème et qu'on s'en rende vraiment compte. Mais il dit que c'est en train d'arriver, que pour l'instant là, on a de plus en plus de puissance de calcul et qu'on devient meilleur en intelligence artificielle et en machine learning et que ça va commencer à poser un vrai gros problème. Voilà. Et il y a des gens comme Elon Musk, par exemple, qui comprennent très bien ce problème-là et qui, face au delete Facebook, ont décidé de complètement supprimer des pages Facebook du site. C'est-à-dire que Elon Musk a vu le problème qu'il y avait avec la confidentialité Facebook et avec ce que Facebook faisait, et il a dit « Ok, ben, on va supprimer notre page SpaceX et on va supprimer notre page Tesla. » Donc, si vous cherchez Tesla sur Facebook, vous ne la trouvez plus. Elon Musk l'a supprimé. Et il a même supprimé la page SpaceX de Facebook. Voilà. Pour suivre le mouvement et pour même l'initier, parce qu'il y avait quand même, genre, je pense, 3 millions de followers sur chacune des pages, voire même plus. Il a fait non, bah, ok, on s'en fout, on supprime. La publicité, les livres et absolument tout partage d'informations finit à usage de propagande et d'idées. Bah, c'est simple, c'est genre, si tu utilises une seule source d'information, si la personne qui est derrière cette source d'information, c'est elle qui décide comment t'es transmise l'information, et bien forcément cette personne-là a le contrôle sur ce que tu sais, comment tu t'informes, ce que tu vas lire et du coup ce que tu vas penser en fin de compte. Parce que suivant comment sont tournés les textes, etc., c'est jamais hyper objectif, c'est toujours subjectif les sources d'information généralement. Il y a toujours le mec qui l'a écrit ou la patte éditoriale du média qu'il a écrit qui rentre en compte. Du coup, c'est souvent subjectif. Donc, quand tu as une seule source d'information, c'est toujours mauvais. Et puis, c'est de là que vient, genre, une propagande. Genre, si les gens continuent à aller constamment sur Facebook et seulement sur Facebook pour, genre, s'informer, lire des news, voir des vidéos à la con, interagir avec telle personne ou telle personne, bah, ils vont rester dans leur bulle et dans leur vision du monde. Et c'est comme si, genre, bah, tout ce qu'ils connaissaient était régi par Facebook. Alors que si tu vas chercher des informations ailleurs, rien que si tu vas sur Twitter pour t'informer, sur Le Monde, sur les sites des sites autres, externes, etc., là, tu vas avoir des avis différents, ce qui fait que toi, tu vas pouvoir te forger ton propre avis et personne va pouvoir te dire « Ah bah, tel avis est mieux que tel autre avis ». Et tu vas avoir personne qui va genre te dire « Ah bah, tous mes amis pensent comme moi, donc je dois penser de la bonne façon ». Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, mis à part ça,
Parlons d'intelligence artificielle, on va continuer à en parler. On va en parler avec EA Games. On avait la GDC Game Developer Conference 2018 qui était toute cette semaine et qui a commencé le 17 mars, je pense. EA Games a présenté un exemple de bot contrôlé par intelligence artificielle, donc un bot qui a été créé par machine learning avec justement une technique d'apprentissage par renforcement, donc reinforcement learning. En gros, vous mettez un agent qui ici est un joueur dans un jeu, vous lui dites voilà ce que tu peux faire, voilà les actions que tu peux faire, voilà ton objectif et voilà une fonction de récompense. Tant que tu fais ces actions, tu vas essayer de maximiser ta récompense et par exemple si tu te fais tuer, eh ben, ta récompense va diminuer. Ce qui fait que lui, l'algo, va essayer d'apprendre en fonction d'actions qu'il fait aléatoirement plus ou moins au début, genre comment sa récompense évolue. Puis si, dès qu'il fait une action qui fait baisser sa récompense, ben, il va apprendre de ses erreurs du coup et essayer de moins en moins faire diminuer sa récompense. Donc il y a plein de trucs qui rentrent en compte sur un jeu comme Battlefield 1, là où ils l'ont mis en place. Il y a beaucoup de variables qui peuvent faire augmenter ta récompense et diminuer ta récompense. Genre, tu prends un objectif, ça fait augmenter ta récompense. Tu perds un objectif, ça la fait diminuer. Tu tues un ennemi, ça peut la faire augmenter, etc., etc. Donc il y a plein de choses. Et le but, en fait, c'est genre de mettre un bot comme ça sur le jeu. Et puis en gros, tu laisses apprendre tout seul. Ça peut prendre des années, enfin ça prend pas des années, mais ça prend des heures et des heures et des heures d'entraînement et d'imitation par rapport à ce que fait un joueur. Mais ensuite, le bot et le robot, c'est à peu près faire des trucs. Donc apparemment, au début, eux, ils ont commencé par lui faire regarder 30 minutes de gameplay humain, donc joué par un homme, pour qu'il sache un petit peu comment se passe le jeu et quelles sont les actions qui sont généralement faites ensemble. Donc avec un processus qui est appelé donc d'imitation pour que le truc fasse pas que du random dès le début. Et ensuite, ils l'ont laissé jouer contre des bots, puis apprendre contre des bots pendant 300, grosso modo 300 jours. Un truc qui équivaut à 300 jours de gameplay entier. Donc 300 x 24, quoi. Genre beaucoup d'heures de gameplay. Et à la fin, on a un truc qui est extrêmement drôle. On a un bot qui s'en sort plutôt pas mal, qui fait des trucs intéressants. Je veux dire, voilà, on va regarder ça ensemble, vous allez voir. Et regardez ça. What you're about to see are early results of an experiment, a collaboration between DICE and Seed, where self-learning agents play a basic Battlefield 1 game mode. All players you see are controlled by a single neural network that has been trained to play the game from scratch through trial and error. To help the agents get started, we've added supplies around the map. The green cubes give health, and brown cubes provide ammo. The agents have learned to adapt their behavior if they're low on ammo or health, like this agent. Everything the agents do is the result of previous gameplay experience. We only give them encouragement for playing the objective. Following an agent's first-person perspective provides a unique insight into its behavior. While their basic skills are impressive, they get easily confused and have many things left to learn. We are still confident that machine learning will profoundly change game development and gaming experiences in the years to come. Click the link in the description. Bon, voilà à peu près quoi. Genre vous avez compris le principe. Hein. En gros voilà, ce qu'il disait c'est que tous les bots que vous voyez là, tous les joueurs que vous voyez là étaient contrôlés par un réseau de neurones. Ils avaient mis des packs de soins et des packs de munitions sur la carte pour que ce soit plus facile. Et par exemple, quand le joueur avait quasiment plus de munitions, il allait automatiquement au bout d'un moment récupérer un pack de munitions. Quand il avait quasiment plus de vie, il essaie de se diriger vers un pack de soins. Et tout ça, il l'a appris tout seul en jouant. Et comme vous le voyez, il y a des moments où ça foire complètement parce que genre ils font des actions random puis ils savent pas quoi faire. Mais genre le gameplay qu'on a vu en first person, c'était un bot qui jouait tout seul, en ayant appris à jouer au jeu tout seul, sans personne. Personne n'avait programmé les actions du bot, quoi. C'est genre le truc, il apprend tout seul et il prend des décisions tout seul. Jamais il vise. Bah tu vois, par exemple, ça doit être un truc genre que genre ils se sont pas rendus compte que s'ils visaient, ils pouvaient tuer mieux les ennemis et genre mettre des shots un petit peu mieux. Parce que ce qu'elle disait, c'est qu'apparemment, ils les ont seulement récompensés quand ils prenaient les objectifs.
Donc il semble que les kills qu'ils faisaient n'étaient pas importants pour leur récompense. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas, genre que le bot a pas appris genre à mieux tuer les ennemis et donc à viser pour mieux tuer les ennemis pour les tuer plus vite, parce que ça rentrait pas en compte dans leur récompense. Mais le bot a dû se rendre compte que s'il y avait trop d'ennemis autour d'un objectif, ça l'empêchait de prendre l'objectif et du coup ça l'empêchait d'augmenter sa récompense. Donc il fallait quand même tuer des ennemis quand il en croisait, tu vois. C'est genre des trucs de... On sait pas comment il a réfléchi, on sait pas comment il a appris, mais voilà ce qui en est apparu. Donc, autre grosse news qui a eu lieu lors de cette GDC 2018, c'est l'annonce par Nvidia, Microsoft également qui est dans le coup, Unreal Engine qui est dans le coup, EA Games. C'est la nouvelle technologie de RTX pour Real Time Ray Tracing Graphics. Donc en gros, il y a un truc qui est utilisé depuis des années et des années dans l'industrie pas du jeu vidéo, dans l'industrie cinématographique d'animation, qui s'appelle le ray tracing, qui est aussi utilisé dans tout ce qui est rendu 3D, etc. Le ray tracing, c'est tout ce qui va concerner la simulation de la lumière et des ombres dans un environnement. Par exemple, on va mettre un soleil sur une scène 3D, et pour calculer exactement toutes les ombres et toutes les zones lumineuses, toutes les réflexions sur les objets dans cette zone 3D, eh bien, dans un film d'animation, tu sais, genre sur Frozen, sur n'importe quoi, sur Moana, enfin bref, tous les films d'animation des dernières années, voire même avant, eh bien du coup, il y avait des calculs qui étaient faits en background pendant des jours et des jours. Un film d'animation, ça prend des semaines à faire un rendu. Donc pendant des jours et des jours, il y avait des ordis qui calculaient genre le tracé de la lumière. C'est pour ça que ça s'appelle ray tracing. C'est qu'en fait, on suit un rayon de lumière. Dès qu'on rencontre une surface, on applique les propriétés de la surface au rayon, donc savoir s'il y a de la diffusion, de la propagation, de l'absorption, etc. Puis, on va ensuite suivre les différents rayons de lumière qui vont dans toutes les directions et qui rebondissent, etc. Donc la lumière va rebondir sur un mur, ce rayon va rebondir, il va arriver sur de l'eau, là il va se diffuser, il y a une partie qui va rentrer dans l'eau, on va suivre ce rayon qui va rentrer dans l'eau, qui va ensuite s'estomper, il y a une partie qui va être réfléchie, etc. Bref, et donc du coup, le but du ray tracing, c'est de prendre chaque rayon de lumière et de le suivre toute sa trajectoire et de faire tous les calculs d'ombre, de réflexion et d'effet de lumière en fonction du tracé des rayons. Cette technologie, c'est quasiment la meilleure. C'est le truc le plus fidèle par rapport à la réalité qu'on ait pu trouver. Ça équivaut à l'illumination globale, sauf que ça prend une éternité à calculer. Donc c'est pas du tout ce qui était utilisé en jeu vidéo. En jeu vidéo, cette technologie, c'était personne n'y pensait. Tout le monde la connaissait, mais personne la faisait parce que c'était impossible d'un point de vue puissance de calcul. Ça ne pouvait pas marcher, ça prend des jours et des jours à calculer pour une simple scène. Donc on utilisait d'autres techniques, qui sont notamment de la rasterisation et toutes les techniques d'occlusion ambiante qu'on connaît actuelles, qui ne se basent pas sur le ray tracing, mais qui se basent sur des techniques de rasterisation, qui sont totalement différentes du ray tracing. Et là, lors de la GDC 2018, Nvidia, avec des partenaires, ont annoncé que maintenant il était possible de faire du ray tracing en temps réel sur les jeux. C'est compliqué comment ils le font. Il y a une vidéo d'environ combien de temps ? Je pense que c'est 8 minutes. Je pense que c'est une vidéo qui dure 8 minutes. On ne va pas forcément la regarder, je vais juste vous montrer 2-3 bouts. Une vidéo de 8 minutes, donc là il n'y a pas de son. Donc il vous montre un peu les différentes étapes. Par exemple, ça c'est les ombres en ray tracing. Ça c'est du shadow mapping. Ça c'est quand tu fais la première étape de ray tracing et que tu as du bruit, après il faut que tu dénoises, donc tu enlèves le bruit, ça c'est le ray tracing comme il est fait, calculé pendant des années, avec le ground truth. Et il y a une vidéo de 8 minutes qui explique un petit peu le making of de comment ils sont arrivés à faire du real time ray tracing, donc du tracé de rayons en temps réel. Et c'est quoi les différentes étapes, etc. Et la vidéo dure très très longtemps. Ça c'est par exemple quand tu as très très peu d'ombre, ça c'est l'occlusion ambiante en SSAO qu'on a vu juste avant. Par exemple, ça, c'était du SSAO, donc occlusion ambiante qu'on utilise actuellement, par exemple, une technique d'occlusion ambiante. Screen Space Ambient Occlusion. Puis là, c'est avec le Ray Traced AO, donc occlusion ambiante basée sur le Ray Tracing. On voit que la qualité est tellement mieux. C'est hallucinant. Donc,
Cette vidéo est très très longue, mais on va regarder plutôt des vidéos un petit peu plus courtes, notamment des démos qu'a fait Nvidia, et vous allez voir, c'est de toute beauté, surtout quand on pense que c'est fait en temps réel. C'est-à-dire qu'on a déjà vu des vidéos, des cinématiques super belles et tout, avec des effets d'éclairage magnifiques, des belles réflexions et tout, mais souvent, ça, c'est des trucs qui sont calculés pendant plusieurs jours, etc. Là, c'est fait à la volée, par un GPU, et au niveau des GPU, pendant qu'on en parle, cette technologie va être notamment disponible avec l'architecture Volta, donc la prochaine architecture, donc Volta et Ampere, la prochaine architecture des cartes graphiques Nvidia. On a la première démo, on va la regarder ensemble, je vais mettre en plein écran, vous allez voir, c'est fabulous. Voilà. Bon, vous n'êtes peut-être pas vendu pour l'instant. C'est sûr que la technologie pour l'instant c'est des démos, donc c'est des trucs qui sont souvent en 25 fps, en 1080p ou des choses comme ça. Mais c'est le début de la technologie et pour l'instant les développeurs vont commencer à travailler avec, donc ça va évoluer. Ils vont certainement utiliser dans les prochains jeux des mix entre du ray tracing et de la rasterisation pour que ce soit plus fluide au niveau des perfs et tout. Donc il y a Nvidia qui a annoncé ça. Il y a également AMD qui a annoncé ça avec Vulkan. Ils vont faire la même chose avec l'API Vulkan. Ils ont un moteur de ray tracing qui est disponible pour ça et qui va commencer cette année, donc qui va être envoyé en déploiement cette année. Et donc, au niveau de Vulkan, va y avoir également cette technologie disponible de ray tracing. Ça ne va pas seulement être du côté de Nvidia. Ils ont également une petite vidéo, mais qui est bien moins prenante, voilà, qui est genre... où juste on voit la différence, par exemple, entre la rasterisation et le ray tracing. Donc à gauche, c'est Rasterize. Vous allez voir, regardez. Ça, c'est Rasterize, en utilisant la rasterisation. Puis là, du ray tracing. On va se dire, c'est quand même pas mal plus joli. C'est quand même pas mal plus joli. Au niveau du côté d'NVIDIA, comment ça se passe ? La technologie va être seulement disponible, donc NVIDIA RTX, comme ils appellent ça, va être seulement disponible sur les GPU Volta et les GPU Ampere, donc la prochaine génération de cartes professionnelles et la prochaine génération de cartes gaming, donc GTX. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé avec Microsoft pour que DirectX ait un support pour le ray tracing, parce que tous les jeux, l'API, c'est DirectX ensuite qui est utilisé. Donc DirectX, ils ont fait des modules qui s'appellent DirectX Air, qui vont supporter le ray tracing. Et en plus de ça, pour aider les développeurs et pour asseoir sa position de dominance sur l'industrie vidéoludique, NVIDIA a également fait un module dans GameWorks qui s'appelle le module ray tracing, qui va permettre de faciliter la vie aux développeurs plutôt que d'interagir forcément directement avec DirectX. Ils peuvent passer par GameWorks, qui est plus simple d'utilisation. De la même façon qu'on a GameWorks avec Airworks pour les cheveux, Fureworks pour la fourrure, pour les habits, ils ont également des trucs et tout. GameWorks, c'est genre un peu comme une espèce de boîte à outils que les développeurs peuvent utiliser. Et puis dedans, c'est plein de fonctions et plein de trucs pour
améliorer l'aspect graphique des jeux. Et bah, du coup, Nvidia a rajouté des petits trucs dans son API GameWorks pour le ray tracing. Voilà. Donc, il y a Epic Games qui va utiliser ça. Donc, forcément, Unreal Engine. Unity va également utiliser ça. Il y a aussi 4A Games et EA Games qui va utiliser ça. On va voir 2-3 vidéos. Un exemple de ray tracing sur une démo de Star Wars. Un exemple de ray tracing et également de motion capture sur un personnage. La motion capture, c'est la capacité à capter les mouvements d'un acteur et les remettre sur un modèle 3D. Il y a également pas mal d'avances qui ont été montrées à la GDC cette année là-dedans, notamment au niveau d'un acteur en particulier qui a été motion capté, motion tracké, et refait sous Unreal Engine. Puis ensuite, toute sa voix et son discours a été remis sur une autre créature et c'est assez impressionnant. Pareil avec une madame qui s'appelle Siren, qui a été modélisée en 3D, puis c'était une actrice qui faisait en temps réel la voix derrière. C'est assez fou. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Et on va commencer par, je pense que c'est Star Wars. Donc on va mettre ça en plein écran. Une démo en temps réel de ray tracing sur un environnement Star Wars. Vous allez voir, là pour le coup, la première était moins impressionnante. Celle-là est juste magnifique. What's the story with all the elevators lately? I heard Kylo Ren destroyed the one over in D sector. If you ask me, who's ever in charge of this place should be transferred to Hoth. What? What? You think she heard us? Yeah, I think she heard us. At least we blend in for once. Voilà. La première vidéo. Donc, comme vous le voyez, c'est quand même assez impressionnant pour un jeu. Sachant que je vais vous montrer également ce petit bout-là. Qui vous montre en fait que le mec, pour montrer que c'est du temps réel, le mec en fait qu'on voit sur la droite se déplace avec genre une caméra virtuelle qui fait figure, en fait c'est son iPad qui fait figure de caméra virtuelle, et en fait on voit qu'il peut se déplacer dans la scène en temps réel qu'on a vu là où on a vu la cinématique. Donc vous voyez, le mec se déplace et du coup ça change le point de vue dans la scène pour montrer que c'est bien du temps réel. Le ray tracing, c'est facile dans un monde fermé, mais dans un monde ouvert, attendez, vous allez voir. Vous voyez, comme ça, il se rapproche et tout, et là, on a vraiment genre la vision que c'est du temps réel, et je suis juste hyper bluffé par le truc, quoi. Le mec, vous voyez, comme... C'est fou, genre là, on l'a vu sortir, lui, il peut se déplacer, genre, hop, il peut rentrer dedans, il peut passer à travers, genre... Et c'est un rendu hallucinant. C'est pas un jeu encore, c'est pas du tout un jeu, c'est juste que ça a été fait, c'est une démo qui a été faite pour la GDC et qui a été montrée par EA Games lors de la conférence sur l'Unreal Engine. On a une autre vidéo qui est... celle-là est insane. C'est la performance de Sirène. Vous allez voir que c'est assez impressionnant, c'est du motion tracking au niveau de la voix et vous allez voir que sa bouche est folle. I'm Siren, and I'm a digital human. I was created by an international team of artists and engineers who wanted to challenge our ideas of what a synthetic human could be. I've got state-of-the-art real-time graphics and an unprecedented level of detail in my eyes, skin, and hair. Cool, right? But I'm more than just a collection of fancy pixels. I'm actually being driven by a real human actress and her dynamic motion capture through Unreal Engine. So what are you waiting for? Come meet me at the Vicon booth and see for yourself. Regardez un petit peu
regardez un petit peu la vidéo de base du truc. Regardez un petit peu la vidéo de base. En même temps que l'actrice est en train de faire le motion capture, regardez ça. C'est genre complètement fou. Ça rend tellement bien, elle se fait motion capter et là genre son expression faciale est tellement parfaite sur le personnage, c'est assez hallucinant. Et on en a une autre comme ça, on en a une autre qui est cet acteur ici là, qui a été refait et vous allez voir que lui aussi c'est assez fou. Ce qu'il fait, c'est genre un acteur connu qui joue dans les pièces de théâtre, notamment du Shakespeare. Et là, ils ont pris une de ses tirades dans Shakespeare, dans une des pièces de Shakespeare qu'il a interprétées, et ils l'ont refait en 3D. Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow creeps in this petty pace. From day to day, to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out. Out! Brief candle! Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. Comme certains l'ont remarqué, effectivement, c'est Gollum également, et puis il joue aussi dans Black Panther. Il faut savoir que ça peut paraître d'être un petit peu moins bien, mais en fait, moi je trouve que en fait, le personnage de base a une mimique assez spéciale, donc c'est peut-être pour ça que ça vous paraît un petit peu bizarre. Mais ce qu'ils ont fait également, c'est qu'ils ont remis cette performance de Andy Serkis sur un modèle 3D complètement différent. Et je peux vous dire que là, pour le coup, boy, c'est quelque chose. Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow creeps in this petty pace. From day to day, to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out. Out! Brief candle! Life. Et comme vous pouvez le voir là-dessus, c'est fou. C'est juste fou. Sachant que c'est du temps réel. Donc ça, c'est des trucs qu'on peut potentiellement voir dans des jeux futurs. Bon, je vous dis pas que ça va sortir, des jeux vont sortir avec ces technologies-là en 2018, parce que ça serait genre insane, et je pense que ça mettrait tous nos PC à plat et toutes nos cartes graphiques à plat. Mais c'est genre, rien que savoir que maintenant c'est possible, et genre c'est supporté par tous les moteurs que sont Unreal Engine et Unity. Les deux vont supporter ça et permettre de le faire dans leur moteur. C'est fou, ça ouvre un champ des possibles assez immense pour les prochains jeux qui vont sortir. Genre, on va avoir des jeux qui vont être de plus en plus photoréalistes. C'est hallucinant. On dirait une vraie personne, c'est ça qui est fou. Par contre, la voix va pas avec la créature, mais genre, le but, c'était de remettre le truc de motion capture sur cette créature-là et que ce soit toujours bien. C'est Marco en colère. Ou quoi, c'est une chaîne sur le cinéma ou quoi? Il n'y a pas de produit PC, c'est que de la prévision de tech. Yo, mais mec, en même temps, il n'y a quasiment rien qui sort. Genre, les produits qui sortent sont pas hyper intéressants. Je vais pas vous parler de SSD qui vont sortir, on s'en fout. Je vais pas vous parler de boîtiers qui vont sortir. On s'en fout aussi un peu. Le mieux, c'est de faire de la prévision d'high-tech, genre carte graphique, processeur, à la limite de la RAM, etc. etc. C'est pas ma faute s'il n'y a pas des news là-dessus toutes les semaines. Yo, mec. Bon, Unity travaille également là-dessus, d'arrache-pied sur l'occlusion ambiante, etc., etc. Ils sont vraiment à fond là-dessus, ils ont présenté des trucs vraiment bien, aussi au niveau du rendu.
Donc ils améliorent leur rendu avec notamment des trucs qui sont un petit peu moins demandants avec le Lightweight Render Pipeline. Je pense que c'est ça, ouais. Lightweight Rendering Pipeline qui permet de faire des rendus un petit peu plus légers par rapport au rendu haute définition. Avec des trucs comme le High Definition Render Pipeline, donc qui est celui-là par exemple. Enfin bref, en utilisant un peu plus la photogrammétrie, etc., etc. Cette vidéo est également extrêmement belle. Je ne sais pas si on va la voir. Par contre, il y en a une que je voulais absolument vous montrer. Le ray tracing, ça a été annoncé il y a une semaine. Et Nvidia a déjà fait une démo réelle sur un jeu qui va sortir cette année, qui s'appelle Metro Exodus, qui va sortir plus tard en 2018, je pense, vers la fin de l'année, qui avait été annoncé lors de l'E3 en 2017. Et là, on a eu une démo avec du ray tracing sur Metro Exodus. J'ai pas encore regardé la vidéo, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va voir ça. Alors, vous vouliez voir du comment ça s'appelle? Vous vouliez voir une démo dans un jeu, un monde ouvert avec du ray tracing, c'en était une. C'est sûr, c'est pas aussi photoréaliste, voire pas du tout aussi photoréaliste que les démos que je vous ai montrées, mais les démos que je vous ai montrées, c'était genre des trucs qui ont tourné bien que ce soit fait en temps réel, qui tournaient sur des PC genre, je pense, bien plus cher que ce que nous n'aurons jamais, genre des PC avec des cartes graphiques professionnelles qui coûtent super cher, des cartes graphiques Volta qui coûtent super cher. Là, c'était une démo in-game sur un vrai jeu, sachant que la technologie a été annoncée cette semaine. Ils ont peut-être pu commencer à l'utiliser un petit peu avant, mais sous NDA. Et là, c'est les premiers prémices avec le ray tracing. Donc c'est sûr que ça a certainement rien à voir avec les démos qu'on a vues, parce que les démos, c'est genre ce qu'on peut être capable de faire à l'heure actuelle en temps réel avec du matos de fou sur des démos qui durent 1 minute et sur des mondes fermés, etc., sur seulement des petites scènes et tout. Là, c'est genre monde ouvert, mais ça a quand même une bonne gueule, quoi. Une bonne gueule. C'est sûr que c'est pas aussi fou que la démo Star Wars ou la démo qu'on a vue juste avant. Donc il y a également, comme je disais, il y a également Unity qui a fait pas mal de choses. On va pas regarder toutes les vidéos, mais je vous invite à voir. Vous tapez GDC 2018 Unity et vous allez voir pas mal de démos qu'ils ont également fait. Donc notamment des scènes sur des forêts et tout. Notamment aussi sur une nouvelle technique de rendu. Mais voilà, beaucoup de bonnes choses. Cette technique de ray tracing est déjà hyper démocratisée, si on veut dire, dans l'industrie du cinéma d'animation. C'est ce qui est utilisé tout le temps. C'est la technique, c'est la meilleure technique qu'on connaît, c'est la plus fidèle, donc c'est celle qui est utilisée constamment dans le cinéma d'animation. Là, elle arrive dans le jeu vidéo parce qu'on arrive enfin à pouvoir l'utiliser en temps réel avec la puissance de calcul qu'on a. Donc ça va se démocratiser de plus en plus, c'est sûr. On va pas forcément l'avoir dans beaucoup de jeux en 2018, mais je pense que les jeux de 2019 vont commencer à l'utiliser.
Et ça va ne faire que s'embellir. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'une technologie comme ça, au début, c'est sûr que on va peut-être avoir une petite régression parce que ça va consommer plus de performance pour un résultat visuel à peu près similaire à l'occlusion ambiante. Mais plus le temps va passer, plus cette technique va s'améliorer et va complètement exploser les résultats visuels de l'occlusion ambiante et de ce qu'on utilise actuellement. Donc il faut juste lui laisser un peu de temps. Voilà, en attendant, je pense qu'on va s'arrêter là pour le Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. C'était assez long. On a quasiment 1h30 de Tech Talk. Oh mon Dieu. Waouh, ça va être long à mettre sur YouTube, mais c'est pas grave. Laissez vos questions, remarques en commentaire pour ceux qui regardent en VOD. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Puis sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.